L'appareil photo automatique cliquetait régulièrement, tandis que le F-6F L4 du major Robert Cowboy Stout survolait Peleliu à 8000 pieds le 12 septembre 1944. Ses ordres étaient simples: photographier l'aérodrome du Nord et retourner sur le USS Hornet. Les services de renseignement lui avaient assuré que le terrain était abandonné, probablement endommagé par les bombardements précédents. Puis Stout baissa les yeux et son sang se glaça. L'aérodrome en dessous était plein d'appareils japonais, des Mitsubishi Zeros et des bombardiers Nakajima, des dizaines d'entre eux alignés, aile contre aile, avec des fûts d'essence empilés en rangées régulières et des équipes au sol s'activant autour de chaque avion. Ils n'étaient pas abandonnés, ils se préparaient à une attaque massive. Stout compta rapidement au moins 40 appareils armés et ravitaillés, et il savait exactement ce qu'ils attendaient. Dans 3 jours, 28 000 marines allaient prendre d'assaut les plages de Peleliu dans l'une des plus grandes opérations amphibies de la guerre du Pacifique. La flotte d'invasion était déjà en route vers l'île, et ces 40 avions japonais étaient positionnés pour les massacrer avant même qu'ils ne touchent terre. L'instruction de Stout était claire: repérer les forces ennemies, transmettre les coordonnées par radio, retourner à la base et laisser le commandement décider de la suite. Le rôle d'un pilote de reconnaissance était d'observer et de rapporter, pas d'engager le combat, surtout pas seul contre un aérodrome entier hérissé de canons antiaériens. Mais Stout connaissait aussi la bureaucratie militaire. Le temps qu'il atterrisse, rédige son rapport et que le commandement rassemble un groupe d'attaque, des heures, peut-être une journée entière s'écoulerait. Les Japonais auraient alors dispersé leurs avions, les auraient cachés dans des abris, ou pire encore, les auraient déjà lancés contre la flotte. Les Marines qui débarqueraient dans 3 jours n'avaient pas ce luxe du temps. Ces avions devaient être détruits maintenant, pas demain. Stout monta plus haut, étudiant la disposition du terrain en dessous. Les Japonais avaient commis une erreur critique dans leur précipitation. Leurs appareils étaient garés trop près les uns des autres, entourés de fûts de carburant exposés. Un seul tir bien placé pouvait déclencher une réaction en chaîne et embraser tout le terrain. Il vérifia son armement: 6 mitrailleuses, Browning de calibre .50, soit 2400 cartouches, environ 12 secondes de tir continu. Pas assez pour détruire 40 avions, un par un, mais suffisant pour allumer une énorme mèche. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez de la bataille de Peleliu. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez entendu parler de l'attaque de Cowboy Stout. Robert Stout n'était pas un pilote téméraire. À 28 ans, il avait déjà effectué 63 missions de combat, survécu à des duels aériens contre des héros, attaqué des positions fortifiées sous un feu nourri et apponté sur des porte-avions au milieu de tempêtes qui clouaient les autres pilotes au sol. Il connaissait la différence entre le courage et le suicide. Ce qu'il envisageait maintenant se situait exactement sur cette ligne fragile. S'il attaquait tous les canons anti-aériens de Peleliu, se braquerait sur lui. Il serait seul sans ailier pour réduire le feu ennemi ou couvrir sa retraite. Son L4 pouvait encaisser des dégâts, mais un seul tir chanceux dans le moteur ou le cockpit le ferait s'écraser dans la jungle sans aucun espoir de secours. S'il n'attaquait pas ces 40 avions, décollerait par vagues successives contre la flotte d'invasion. Les pilotes japonais mitrailleraient les péniches de débarquement, bombarderaient les navires de transport et transformeraient les plages en zones de mort. Les marines mourraient par centaines avant même d'établir une tête de pont. Stout savait ce que cela signifiait. Il avait vu ce qui s'était passé à Tarawa quand les avions japonais avaient semé le chaos parmi les premières vagues de débarquement. Il avait observé, impuissant, des bombardiers viser des barges bondées, incapables de manœuvrer ou de se défendre. La décision prit moins de 30 secondes. Stout poussa la manette des gaz à fond et fit plonger son L4. L'altimètre se déroulait à toute vitesse, tandis qu'il descendait vers la canopée de la jungle. Son plan était simple: arriver vite, et bas frapper d'abord les fûts de carburant, puis s'échapper avant que les servants anti-aériens ne puissent le verrouiller. À 2000 pieds,
Il redressa et enfonça la manette jusqu'à la butée. Le Hellcat accéléra jusqu'à près de 400 miles à l'heure, le moteur hurlant à pleine puissance. Les arbres défilaient sous lui à toute vitesse à moins de 15 mètres du sol. L'aérodrome surgit soudainement à travers une trouée dans les arbres. Les équipes japonaises au sol levèrent les yeux stupéfaites tandis que le Hellcat rugissait au-dessus d'elles. Certaines restèrent figées, d'autres se jetèrent au sol. Aucune n'atteignit ses postes de tir à temps. Stout s'aligna sur la rangée nord d'appareils et pressa la détente. Les 6 mitrailleuses crachèrent dans leur feu simultanément leurs grondements combinés, couvrant le rugissement du moteur. Les traceurs balayèrent le tarmac, traversant la mince carlingue en aluminium d'un zéro. Le chasseur vibra sous les impacts du carburant jaillissant de ses réservoirs éventrés. Stout ajusta légèrement son tir et visa un amas de fûts de carburant empilés entre 2 bombardiers. Les fûts se désintégrèrent sous le feu de calibre .50. Le carburant d'aviation explosa en une immense boule de feu qui engloutit les 2 appareils. L'explosion fut plus violente que Stout ne l'avait prévu. Des flammes jaillirent à plus de 15 mètres dans les airs, l'onde de choc secouant brutalement son Hellcat, tandis qu'il tirait sur le manche pour remonter. Derrière lui, le feu se propageait à une vitesse terrifiante. Le premier zéro en flammes enflamma l'appareil stationné à côté de lui, puis celui-ci en incendia un autre chaque explosion, alimentant la suivante. En quelques secondes, la moitié de la rangée nord fut avalée par les flammes. Les équipes japonaises au sol s'enfuirent dans toutes les directions, abandonnant toute tentative de sauver les avions. Les artilleurs anti-aériens atteignirent enfin leur position et ouvrirent le feu, mais Stout montait déjà en zigzagant pour déjouer leur visée. Des traçantes passèrent tout près de sa verrière. Il sentit des impacts secouer la cellule, alors que des obus de 20 mm perçaient la queue de son appareil. Des voyants d'alerte clignotèrent sur le tableau de bord, mais le moteur continuait à rugir avec puissance. Il vira brusquement à droite, prit de l'altitude et revint par le sud. En dessous, la dévastation dépassait ses espérances. Près de 20 avions brûlaient les flammes, se propageant sur le tarmac comme une rivière de feu, une épaisse fumée noire montant dans le ciel visible à des kilomètres. Mais à l'extrémité sud du terrain, une vingtaine d'appareils restaient intacts. Stout vérifia ses munitions. Il lui restait environ la moitié, soit à peine 6 secondes de tir. Les canons anti-aériens étaient maintenant prêts et suivaient sa trajectoire. Revenir pour une seconde passe, c'était pratiquement demander à être abattu. Il se mit pourtant sur le dos et replongea. Cette fois, le feu ennemi fut immédiat et intense. Les traçantes emplissaient l'air autour de lui comme un essaim de frelons furieux. Il zigzagua sans relâche à gauche puis à droite, ne gardant jamais une ligne droite assez longtemps pour permettre aux artilleurs d'ajuster leurs tirs. Le Hellcat trembla sous de nouveaux impacts. Le métal se déchirait quelque part dans le fuselage. Stout arriva sous un autre angle, visant les bombardiers à l'extrémité sud du terrain. Ces dernières balles martelèrent les avions, arrachant les gouvernes et perforant les réservoirs. Il fit glisser sa rafale jusqu'à un camion-citerne qui explosa avec une telle force qu'il retourna un bombardier voisin sur le dos. Les explosions secondaires commencèrent aussitôt. Le carburant enflammé du camion se répandit sur des caisses de munitions empilées, provoquant une série de détonations rapides. Les bombes embarquées des bombardiers s'enflammèrent à leur tour, pulvérisant les appareils de l'intérieur. En quelques instants, la rangée sud brûlait aussi violemment que la nord. Les mitrailleuses de Stout se turent vides. Il avait tiré toutes ses cartouches. Le Hellcat réagit lourdement lorsqu'il remonta. Les commandes endommagées semblaient lutter contre lui. D'autres voyants d'alerte s'allumèrent. Quelque chose fuyait, laissant derrière lui un mince filet de fumée. Mais sous son aile, tout le terrain d'aviation n'était plus qu'un brasier. Chaque avion, chaque fût de carburant, chaque structure était dévorée par le feu. Une colonne de fumée s'éleva à plusieurs milliers de mètres, marquant l'endroit comme un pilier funéraire. Stout orienta son Hellcat endommagé vers l'océan
et regagna le USS Hornet tant bien que mal. Les circuits hydrauliques cédaient, rendant les commandes dures et imprécises. La pression d'huile chutait. Il n'était pas sûr que le train d'atterrissage sortirait, mais au moins le moteur tournait encore. Le vol du retour lui parut plus long que l'attaque. L'adrénaline retombait remplacée par la conscience de ce qu'il venait de faire. Il avait désobéi directement à ses ordres. Au lieu de prendre des photos et de revenir comme prévu, il avait attaqué à lui seul un aérodrome entier. Une cour martiale était parfaitement envisageable, sans parler des réprimandes de tous les officiers entre lui et l'amiral. Mais l'alternative, regarder 40 avions massacrer les marines, aurait été pire que n'importe quelle punition que la marine pouvait lui infliger. Le Hornet apparut à l'horizon. Stout appela la tour et signala sa situation avion endommagé. Incertitude sur le train d'atterrissage, demande d'atterrissage prioritaire. Le porte-avions vira face au vent et libéra le pont. Son train sortit, mais partiellement, une roue refusa de se verrouiller. Il aborda à grande vitesse et accrocha le deuxième brin d'arrêt. Le Hellcat endommagé s'écrasa sur le pont avec une telle violence que le métal se plia. Les équipes du pont se ruèrent vers l'appareil stupéfaite par les dégâts. La queue était en lambeaux. Le fuselage criblé d'une douzaine d'impacts, la peinture noircie par les explosions traversées. Stout descendit du cockpit et se retrouva face à un groupe d'officiers. Le chef des opérations aériennes voulut savoir pourquoi il revenait d'une mission de reconnaissance avec des dégâts de combat. Le commandant d'escadrille exigea une explication pour la rupture du silence radio. L'officier du renseignement voulut comprendre ce qui s'était passé au-dessus de Peleliu. Le rapport de Stout fut simple, le terrain n'était pas abandonné. Il était plein d'avions se préparant à attaquer la flotte d'invasion. Il les avait détruits tous. 40 appareils anéantis en 8 minutes du début à la fin. Les officiers le fixèrent incrédules. L'officier du renseignement lui demanda de répéter le nombre. 40 avions détruits par un seul pilote dans un seul appareil. Cela semblait impossible. Les photos de reconnaissance le confirmèrent pourtant. Le lendemain, l'aérodrome nord de Peleliu était complètement détruit. Pas un seul avion n'était encore opérationnel. Les clichés aériens montraient les carcasses calcinées de 40 appareils japonais éparpillés sur un tarmac noirci. Les dépôts de carburant n'étaient plus que des cratères, les bâtiments réduits en gravats. Les officiers du renseignement révisèrent immédiatement leur évaluation de la puissance aérienne japonaise sur l'île. Au lieu d'affronter 40 avions, le jour du débarquement, les marines allaient désormais fouler les plages avec une supériorité aérienne totale. La menace japonaise avait été éliminée par un seul pilote qui avait refusé d'obéir aux ordres. La marine américaine décerna à Stout la Navy Cross, la deuxième plus haute décoration pour bravoure au combat. La citation saluait son héroïsme exceptionnel et son esprit combatif agressif face à des forces ennemies supérieures. Sa décision d'engager le combat avait directement sauvé des vies américaines. Pourtant, la bataille de Peleliu qui suivit fut d'une brutalité extrême. Les marines débarquèrent le 15 septembre 1944 et se heurtèrent aussitôt à certains des combats les plus féroces du théâtre pacifique. Les Japonais avaient fortifié les crêtes de corail et les grottes de l'île, transformant chaque position en bastion mortel. La bataille dura plus de 2 mois et coûta la vie à près de 2000 Américains. Mais sans l'attaque de Stout, les pertes auraient été bien pires. Ces 40 avions japonais auraient attaqué durant les premières heures du débarquement, alors que les marines entassées dans les péniches et les navires de transport ne pouvaient ni se couvrir ni manœuvrer. Les attaques aériennes contre des débarquements amphibies étaient dévastatrices et Stout avait empêché cela. Les historiens militaires calculèrent plus tard que l'attaque solitaire de Stout avait probablement sauvé entre 500 et 1000 vies de marines rien que le premier jour. Ces 8 minutes de combat avaient accompli ce qu'un escadron complet de bombardiers aurait pu faire, et il l'avait fait au moment exact où les Japonais n'avaient pas encore dispersé leurs avions. Après la guerre, Stout rentra en Californie et mena une vie paisible. Il parlait rarement de ce qu'il avait fait à Peleliu. Ses enfants grandirent,
en sachant que leur père avait servi dans le Pacifique, mais ils n'en apprirent les détails que des décennies plus tard. La Navy Cross restait dans un tiroir jamais exposé sur un mur. Ses amis le décrivaient comme un homme mal à l'aise, avec la gloire et les éloges. Quand on lui demandait de raconter l'attaque, il minimisait. « J'ai vu des avions qu'il fallait détruire, alors je les ai détruits », disait-il. N'importe quel pilote aurait fait la même chose. Mais non pas n'importe lequel. La plupart auraient suivi les ordres, transmis les coordonnées par radio et laissé le commandement gérer la situation selon les procédures. Cette approche bureaucratique aurait permis aux Japonais de disperser ou de lancer leurs avions. La volonté de Stout de désobéir aux ordres et de faire confiance à son propre jugement fit toute la différence. Son histoire resta largement méconnue en dehors des cercles d'aviation militaire, jusqu'à ce que des historiens redécouvrent les rapports de mission plusieurs décennies plus tard. En recoupant la citation de sa Navy Cross avec les archives japonaises et les photos aériennes, ils réalisèrent de l'ampleur réelle de son exploit. Un homme, un avion 8 minutes 40, appareils ennemis détruits et peut-être 1000 vies sauvées. Cette attaque démontra quelque chose que les stratèges militaires étudient encore aujourd'hui, la valeur de l'initiative au niveau tactique. Stout ne pouvait pas savoir avec certitude que sa décision était la bonne. Il devinait les intentions japonaises, pariait sur l'exactitude de son évaluation de la menace et risquait sa vie sur sa capacité à exécuter l'attaque. Tout dans la situation plaidait pour la prudence, suivre les ordres, faire un rapport, laisser les supérieurs décider. Mais Stout comprit qu'il arrive parfois que celui qui est sur le terrain, voyant la situation de ses propres yeux, ait un meilleur jugement que des commandants à des kilomètres de là, penchés sur des cartes. Sa volonté de se fier à sa propre évaluation, même si cela signifiait désobéir directement, incarnait le principe de l'intention du commandement. La marine ne lui avait pas ordonné d'attaquer cet aérodrome, mais elle l'avait envoyé pour protéger la flotte d'invasion. Il avait compris l'intention réelle derrière sa mission et s'y était adapté lorsque les circonstances l'exigeaient. La marine le reconnut en lui attribuant la Navy Cross au lieu de le traduire en cour martiale. Elle comprit qu'une obéissance rigide aux ordres aurait conduit au désastre. La désobéissance de Stout fut en réalité la forme la plus élevée d'obéissance à l'intention plutôt qu'à l'instruction. Aujourd'hui, les pilotes de chasse modernes étudient son attaque dans les cours de tactique non seulement pour ses qualités de pilotage, mais pour sa prise de décision sous pression. L'armée enseigne qu'obéir aveuglément aux ordres peut parfois signifier laisser passer des opportunités qui ne se représenteront jamais. L'attaque de Stout démontra aussi une priorisation parfaite des cibles. Il ne gaspilla pas ses munitions à essayer de détruire 40 avions, un par un. Il avait identifié les fuites de carburant comme la vulnérabilité critique, et il en avait tiré parti. Une seule balle placée au bon endroit avait accompli plus que 1000 balles tirées ailleurs. Son approche depuis plusieurs angles, en volant bas et vite pour réduire l'exposition au feu anti-aérien, démontrait une sophistication tactique bien supérieure à un simple tir instinctif. Il avait analysé les défenses, planifié ses trajectoires d'attaque et les avait exécutées malgré les dommages subis. Et point essentiel, il savait qu'en s'arrêter après avoir épuisé ses munitions, il ne resta pas sur zone pour évaluer les dégâts, ni pour chercher d'autres cibles. Il s'éloigna. La mission était accomplie. Rester plus longtemps aurait été un risque inutile. Toutes ces décisions furent prises en quelques secondes, sous le feu ennemi, sans le temps d'une réflexion posée. L'entraînement et l'expérience de Stout lui permirent de faire ses choix instantanés et chacun s'avéra juste. Robert Cowboy Stout mourut en 2005 à l'âge de 89 ans. Sa famille rendit enfin son histoire publique et les historiens militaires se hâtèrent d'en préserver les détails avant qu'ils ne soient perdus. Les rapports de mission, les photos de reconnaissance et la citation de la Navy Cross confirmèrent ce qui semblait presque trop spectaculaire pour être vrai. En fin d'analyse, l'attaque de Stout au-dessus de Peleliu demeure l'une des opérations solitaires les plus réussies de l'histoire de l'aviation navale.
Aucun autre pilote n'avait détruit autant d'appareils ennemis en une seule mission pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 8 minutes de combat avaient empêché une attaque aérienne dévastatrice sur l'invasion de Peleliu. Les marines qui débarquèrent sur ces plages n'apprirent jamais qu'un pilote de la Navy avait désobéi aux ordres pour leur sauver la vie. Ils combattirent à travers l'enfer de cette île de corail, affrontant des défenseurs japonais retranchés dans des fortifications, transformant chaque mètre de terrain en champ de bataille. Mais au moins, ils n'eurent pas à affronter 40 avions ennemis les mitraillant alors qu'ils tentaient d'atteindre la côte. Parfois, le geste le plus héroïque qu'un soldat puisse accomplir est de refuser d'obéir aux ordres non par lâcheté ou rébellion, mais parce que la situation exige une action que l'obéissance rigide empêcherait. Stout comprit cela instinctivement. Confronté à un choix entre faire ce qu'on lui disait et faire ce qui devait être fait, il choisit la mission plutôt que les ordres. Son héritage vit encore dans chaque cours de formation tactique qui enseigne l'initiative plutôt que l'obéissance, l'adaptation plutôt que la rigidité et la confiance dans le jugement de ceux qui sont sur le terrain. L'armée apprit de Stout et de pilotes comme lui que parfois la meilleure décision est celle que personne ne vous a ordonné de prendre. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation où suivre les règles semble une erreur, où la procédure rigide entre en conflit avec la nécessité évidente, rappelez-vous Cowboy Stout tournant au-dessus de cet aérodrome. Il savait ce qu'il fallait faire. Il savait ce que cela lui coûterait s'il se trompait. Et il l'a fait quand même parce que l'alternative aurait été pire.